Le naufrage du Koursk. C'est à la fin du mois de juillet 2000 que tout commence. La flotte des tout nouveaux bâtiments de Russie voit le jour et parade, montrant aux Russes qu'il est possible de remonter la pente après la chute de l'URSS en 1991. C'est une démonstration de force pour le reste du monde aussi. La Russie veut montrer qu'elle est toujours aussi puissante. Rien, en ce mois de juillet 2000, ne présage du désastre à venir. Au départ, tout se passe bien. Tout est fait pour que rien ne vienne perturber cette démonstration de force. Le Koursk, lui aussi parade, montre toute sa puissance. Mais le 12 août 2000, tout bascule dans le chaos. Le Koursk coule. Il y a des suspects, car le monde entier a les yeux braqués sur l'événement. Les espions de tous les continents sont là. La fin du Koursk va avoir un impact tel qu'un conflit nucléaire pourrait en résulter. D'une démonstration de force, on passe à une catastrophe qui va endeuiller la Russie et le reste du monde. Une catastrophe qui va laisser ses traces, mais aussi qui va laisser ses questions. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amandy et chaque mercredi soir je vous raconte des histoires de crime, de disparition et parfois de faits étranges. Ce soir je vous raconte l'histoire du naufrage du Koursk. Le naufrage du Koursk. Pour mener à bien cette démonstration de force, il faut bien la montrer. Le Koursk, ainsi que toute la flotte, est de ce fait envoyé au mer de Barents, à proximité de la Norvège, au nord de la Russie, fin juillet, début août 2000. Au début, tout se passe bien. Il n'y a aucun problème. Ce sont des dizaines de navires, de sous-marins, d'avions, d'hommes et de femmes qui prouvent leurs compétences, leur dextérité. Le Koursk fait partie des 10 sous-marins nucléaires de la flotte Oscar II. Longueur 104 mètres. Hauteur 21, soit 7 étages environ. Presque la superficie d'un terrain de foot. Le Koursk était le plus puissant bâtiment du monde à l'époque. Il pèse 18 000 tonnes. À titre de comparaison, la Tour Eiffel pèse 10 000. Le Koursk est un mastodonte des profondeurs et plongé à plus de 300 mètres n'est pas un problème, et le bâtiment est armé jusqu'aux dents. Selon certaines sources, les Américains le nommaient le tueur de porte-avions. Le Koursk dispose de 24 missiles en granit. Ils sont nucléaires, et un missile est doté de 40 fois la puissance de celle d'Hiroshima. Ces 24 missiles sont autoguidés, une prouesse pour l'époque. Le bâtiment dispose également de torpilles dites de croisière, les Kshval, conçues en 1995. Elles pèsent 2 tonnes chacune. Elles sont capables d'aller extrêmement vite, 370 km/h sous l'eau. Les torpilles des autres pays du monde ne vont guère à plus de 60. Leur conception est bien entendu secret défense. Elles seraient capables de couler n'importe quel navire. Elles peuvent également être équipées d'une tête nucléaire si besoin. Ces torpilles prouesses technologiques ont quand même leur faiblesse. Après un tir, fait on va dire à 30 mètres de profondeur, la torpille se dirige vers la surface pour viser le porte-avions. Elle remonte donc à moins de 6 mètres de profondeur. La torpille, ou en tout cas une traînée blanchâtre, sera facilement visible depuis la surface. Et les Kshval font aussi un bruit particulier étant donné leur vitesse. Le porte-avions va donc voir et entendre l'engin. Mais même s'il est capable de la voir et l'entendre, elles vont quand même à 370 km/h. Et en réchapper est quasi impossible. À défaut de s'en sortir, à défaut de ne pas subir de dégâts, le porte-avions ou le bateau sera susceptible de savoir où le sous-marin se situe. Les torpilles ont également une portée limitée, pas plus de 15 km. Le sous-marin doit donc s'approcher de sa cible, prendre le risque de se faire repérer.
Mais retour à cette démonstration de force. Le vendredi 11 août 2000, le Koursk doit lancer ses premiers missiles. Ils sont uniques et surpuissants. Le lancement d'un des missiles nucléaires se passe bien. Il est correctement éjecté et sort de la surface de l'eau tel un requin. Puis vient le samedi 12 août 2000, à 8h51. Le Koursk se place en simple observateur à près de 18 mètres de profondeur. Il est censé lancer une nouvelle cheval 3 heures plus tard, donc vers 11h du matin. Mais après 8h51, il n'y a plus de contact avec la surface. Sans nouvelles du Koursk, les autres bâtiments de la flotte russe se rapprochent du Koursk. Des avions de chasse décollent de Russie et se rendent sur place pour voir ce qu'il se passe. Pourquoi personne ne répond dans le Koursk? Après quelques instants de vide, les communications sont vite rétablies et ordre est donné à certains sous-mariniers du Koursk de mettre leur combinaison de survie. À 11h28, tout est en place pour le lancement de la torpille. Fleuron de la flotte, issu d'années de recherche. C'est à cet instant que les choses tournent mal. Une explosion a lieu à l'avant du Koursk, là où les torpilles de 2 tonnes sont entreposées. Un trou se forme, l'eau commence à entrer dans le Koursk. Pourtant, étrangement, personne ne cherche à faire remonter le bâtiment à la surface. La bouée de détresse ne va pas en surface, et les moteurs sont à pleine puissance. L'équipage est à 18 mètres de profondeur, ils sont seuls dans l'immensité de la mer. Puis 2 minutes plus tard, à 11h30, deuxième explosion. Celle-ci est 100 fois plus puissante que la première, et cette dernière ne passe pas inaperçue. C'est un petit séisme qui secoue la mer de Barents dans tous les sens, jusqu'en Alaska, quasiment l'autre côté du globe. Le monde est au courant que quelque chose de gravissime se produit en mer de Barents. Le Koursk est à cet instant trop endommagé. Il coule à pic à 108 mètres de profondeur avec son équipage. À cet instant, ils ne sont que 23 sur 118 à en réchapper. Ils coupent les moteurs nucléaires et se réfugient à l'arrière du navire. Après cela, les autres navires russes quittent le secteur, laissant place à un mini-sous-marin, le AS-15, qui s'approche du sous-marin. Les services secrets sont sur le coup, qu'ils soient russes ou étrangers. 2 jours plus tard, les médias sont enfin au courant, avec quelques contradictions. Comme par exemple le fait qu'il n'y avait aucune arme nucléaire. Les proches ne savent pas qui était à bord. La liste des personnes à bord est tenue secrète quelque temps. C'est grâce à une enveloppe de 18 000 roubles qu'un journaliste russe parvient à avoir la liste des membres de l'équipage. Les familles sont donc mises au courant de la mort de leurs proches grâce à la presse. Cependant, à cet instant, il demeure un espoir. Des membres de l'équipage sont encore en vie. Ils tapent avec des marteaux, ils appellent à l'aide. Le temps presse, il ne leur reste que 10 jours d'oxygène. Dès le lendemain, les journalistes du monde entier arrivent à Mourmansk, rencontrent les familles et posent des questions. 2 jours plus tard donc, le monde entier a le regard tourné vers la Russie. Et très vite, la catastrophe fait la une. Et déjà, des doutes demeurent. Un naufrage sous surveillance. Pendant ces manœuvres russes, vous vous doutez bien que le monde des espions est sur les dents. Des vaisseaux de tous les continents surveillent de loin tout ce qui se passe. Les Américains, les Norvégiens, les Britanniques, l'OTAN. Et certains satellites ont leurs yeux braqués sur ce qui se passe en mer de Barents, pour plusieurs raisons. Les Russes présentent leur nouvelle arme. Il y a également 2 responsables chinois qui ont été conviés à la fête. Après la rupture des communications à 8h51, personne à travers le globe n'est au courant. Pourtant, c'est une chose obligatoire. Le sous-marin en question est doté d'armes nucléaires et l'OTAN doit être prévenu si quelque chose cloche. Selon les premières informations, les Russes mettront près de 18 heures à retrouver le vaisseau, laissant de ce fait les 23 survivants de la catastrophe à leur sort. Alors que le sous-marin n'est qu'à 108 mètres de profondeur,
soit largement accessible et visible même depuis la surface. Il faudra plusieurs jours de négociations pour que les Russes acceptent enfin de l'aide. Une aide sous haute surveillance. Les Russes, dans un sens, ont raison. Des agents du renseignement pourraient tout à fait se trouver parmi les sauveteurs pour trouver la moindre info sur les torpilles, copier la technologie et l'appliquer à son armement. Quelques jours après le naufrage, peut-être une semaine, on apprend qu'une balise de détresse, autre que celle du Koursk, a été utilisée. Elle n'est pas russe, elle est américaine. Décidément, les choses se compliquent. Les États-Unis seraient-elles impliqués? C'est un choc pour la Russie, mais également un coup de poignard pour le pouvoir en place. Petit retour en arrière, quelques mois auparavant, en mars 2000, Vladimir Poutine est élu président pour la première fois. Il compte à ce moment-là mettre les puissants du pays au pas. Les oligarques doivent se soumettre au gouvernement. Poutine veut aussi montrer, grâce à son armée toute belle toute neuve, que la Russie est toujours une grande puissance et qu'elle va le rester. 15 jours avant la catastrophe, Edmund Pope fut accusé d'avoir acheté les plans des torpilles pour le compte de la CIA en 1998. L'homme est condamné aux travaux forcés, mais libre après quelques négociations. Ce qui se déroule en mer de Barents pendant quelques jours est aussi un tour de force entre trois puissances, la Russie, l'Amérique et la Chine, au risque de déclencher des hostilités. Les États-Unis craignent ces nouvelles torpilles, les Russes craignent les nouveaux porte-avions américains. Pendant que le peu de membres d'équipage survit, Vladimir Poutine est en vacances et déclare que les gens compétents sont à l'œuvre. Selon ces personnes compétentes, ce qui empêche le sauvetage serait le mauvais temps. Cependant, bizarrement, il fait beau en pleine mer. Il faudra aussi attendre une semaine pour que l'armée se décide enfin à rencontrer les familles. Mais ces dernières restent fermées à leur colère et leur détresse. Le monde entier propose son aide, mais les Russes refusent. Les 23 membres d'équipage survivants meurent, seuls au fond de l'eau. Le 23 août 2000 est une journée de deuil pour la Russie. Les familles des marins disparus sont sous le choc. Les femmes refusant même de mettre leur foulard de deuil jusqu'à ce que les corps soient remontés à la surface. Le monde vient en aide aux Russes après plusieurs jours. Près d'une semaine plus tard. Ils ouvrent les écoutilles de sauvetage en 25 minutes chrono, alors que les autorités russes prétendaient que cela était impossible. Le Koursk est totalement inondé et tout le monde à bord est mort. L'armée russe demande pardon et elle affirme rechercher la personne responsable, sous-entendant que des forces sont à l'œuvre. Et les rumeurs vont bon train. Certains pensent que personne au sein de l'équipage ne devait survivre, que personne ne devait en sortir vivant, qu'il ne devait y avoir aucun témoin, et que selon certaines sources, l'équipage aurait survécu 2 jours et demi. Mais qu'est-il arrivé au Koursk exactement? Une collision avec un navire? Un accident? L'explosion d'une torpille à hydrogène qui n'est plus utilisée depuis longtemps? Il y en a une petite vingtaine dans le Koursk. C'est l'explosion d'une torpille à hydrogène, vieille de 30 ans, qui serait la théorie officielle. Mais elle est vivement contestée. Les Russes croient de moins en moins à cette théorie. Les familles russes refusent même que Vladimir Poutine les accompagne là où leurs proches ont disparu. Les familles toucheront des compensations financières relativement conséquentes, mais les questions demeurent. La seconde théorie serait une intervention extérieure. Rappelez-vous qu'un petit sous-marin est venu prendre quelques clichés, quelques vidéos, et que les secours étrangers ont marqué des choses étranges. Ils remarquent des déchirures, des fissures, des trous qui démontrent que quelque chose a explosé depuis l'extérieur vers l'intérieur du navire. Les plis des explosions sont à l'intérieur du navire. La théorie de la collision, personne n'y croit. Des journaux russes titrent ainsi :
des fragments d'une torpille américaine MK-48 sont localisés près du Koursk. N'oublions pas que des navires étrangers étaient partout en mer de Barents. Et lors des démonstrations russes, il y a 2 sous-marins américains sur place. Certains envisagent que les sous-marins américains se seraient un peu trop approchés du sous-marin russe. En particulier du Koursk, car les torpilles Okhval intéressent le monde entier. Un des 2 sous-marins américains présents sur place se serait beaucoup trop approché du Koursk, entraînant une collision. Expliquant à cet instant les approches des autres navires, des avions russes. Car une collision entre 2 bâtiments de cette taille, ça s'entend, ça se remarque. L'autre sous-marin américain approche en soutien. Le bâtiment aurait consenti à un tir de défense à l'aide d'une torpille d'uranium appauvri, la fameuse MK-48 qui fait des gros titres. Le Koursk est frappé, mais c'est un grand bâtiment et les dégâts sont minimes. Les protocoles d'urgence sont mis en route et c'est tout. Cependant, malheureusement, c'est le compartiment des torpilles à hydrogène qui prend feu. Les torpilles de 2 tonnes chacune explosent et le sous-marin, aussi grand soit-il, ne peut pas en supporter plus. La seconde explosion le menant à sa perte. Si cette théorie est vraie, le premier bâtiment américain est touché après la première explosion qui se produit près de lui. Et selon certaines sources, les Russes, au lieu de secourir les marins prisonniers du sous-marin, rechercheront pendant plusieurs jours un autre navire, un autre sous-marin, le sous-marin américain. Le sous-marin en question s'appelle le Memphis. Il sera retrouvé le long des côtes norvégiennes. Le bâtiment est extrêmement lent et il mettra près d'une semaine à rejoindre un port norvégien pour se faire réparer. On remarque sur des photos qu'une bâche recouvre une partie du sous-marin, là où la sonde de sauvetage est placée. Sonde de sauvetage qui serait retrouvée près du Koursk. Une sonde qui ne s'active que lorsqu'il y a un problème. Peut-être après la collision ou après la première explosion qui touche le Koursk et qui va toucher lui aussi. Et pour l'autre sous-marin américain, le Toledo, il traversera l'Atlantique, se rendant aux USA dans un lieu tenu secret. Les Américains avoueront 15 jours après la perte du Koursk que des sous-marins américains étaient là. Qu'après quelques jours, un haut placé du gouvernement américain s'est rendu en Russie pour discuter. Une dette serait effacée, un prêt sera fait, et les relations entre les 2 pays se détendent. La crise est passée. Ce sont les Américains qui iront chercher les corps. Le patron de la société en question, Dick Cheney, vice-président des USA de 2001 à 2009. 12 corps seulement seront remontés, puis autopsiés. Les autres restent dans le sous-marin. En Russie, les proches des marins disparus portent plainte contre l'État. Le Koursk est renfloué 1 an plus tard par une société hollandaise sans faire remonter à la surface la partie avant du bâtiment, là où se situent les Okhval. Coût de la remontée, 130 millions d'euros. Il faudra 4 mois pour le remonter à la surface. En octobre 2001, le Koursk est de retour à terre. Il n'en reste pas moins que le bâtiment est nucléaire et les habitants prennent leurs précautions. Sur les photos et vidéos d'archives, les gens remarquent un trou béant dans le Koursk. Visiblement, il a été frappé par quelque chose. Peut-être une frappe de MK-48. Des experts entrent dans le sous-marin revenu sur Terre. La boîte noire, en quelque sorte, n'a pas été activée. Un des marins a découvert les clés d'activation des missiles nucléaires dans les mains. Finalement, un acte extérieur est tout à fait possible. Le 17 novembre 2001, les corps des 118 marins sont enfin rendus aux familles, qui peuvent enfin leur rendre un dernier hommage. Une 3e guerre mondiale aurait pu avoir lieu ce jour-là, une guerre froide tout au mieux.
des négociations entre Russie et USA auraient permis de stopper l'escalade. Mais ce ne sont que des spéculations. La plupart des informations de cette vidéo sont issues de l'excellent documentaire de Thalassa. A noter que j'ai appris, grâce à ce documentaire, que les sous-marins nucléaires ne sont sous le coup d'aucune loi de surveillance mutuelle. Après la catastrophe du Kursk, les relations entre les USA et la Russie se vont au mieux. Les Américains peuvent même installer leur base dans d'anciennes zones de l'URSS. Cependant, pour Vladimir Poutine, c'est un coup dur. Mais en même temps, c'est à cet instant que le pouvoir en place prend conscience que la presse doit être contrôlée avec soin. C'est après le Kursk qu'il traque sans relâche les puissances oligarques russes, qui sont soit jetés en prison, soit qu'ils subissent un tout autre sort, en tout cas, selon les rumeurs. Mais ceci sera l'objet d'une autre vidéo qui sortira lorsqu'elle sera prête. Mais elle sortira. La raison officielle de la chute du Kursk est différente des rumeurs. À 11h28, 28 secondes, le samedi 12 août, une torpille d'entraînement explose. Elle entraîne dans son sillage des explosions jusqu'à l'avant du sous-marin. Par la suite, le Kursk est fondu, l'avant toujours en mer est détruit. C'est un accident, point final. Les contenus des lettres, derniers messages de certains membres d'équipage demeurent secrètes. Le secret d'État a un prix, quel que soit le pays. Ce jour-là, il a coûté 118 vies russes. Tous ceux qui ont impliqué les USA dans la mort des 118 marins sont mis de côté. En 2004, Poutine est réélu et vous connaissez la suite. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,